Allez, on poursuit notre tour de l'univers patrimonial. On a parlé marché financier, on a parlé SCPI. On va continuer dans l'univers du non-coté maintenant, mais du non-coté financier. L'univers non-coté, ils sont 4 autour de cette table pour répondre à nos questions, pour savoir ce qui s'est passé dans le monde du non-coté en 2024, pour savoir quels sont les projets pour 2025. Avec nous, Jean-David Haas, qui est cofondateur et directeur général de NextStage AM. Avec nous également Luc Marwinda, qui est partenaire chez Euraseo. Avec nous également Hussein Senvich, qui est directeur des partenariats chez Eiffel Investment Group. Et enfin, avec nous également Guillaume Cousseran, qui est managing partner relations investisseurs chez Seven2. Seven2 que vous connaissez sous la marque Apax, puisque auprès de la distribution, on parle d'Apax, qui était le nom historique. Messieurs, merci d'être avec nous. Je vous propose, si vous le voulez bien, comme on est au mois de décembre, de commencer par un petit tour de piste de l'activité de la collecte chez vous. Comment s'est passé 2024 ? Guillaume, je commence avec vous. 2024, ça a été une année dans la poursuite de 2023 un peu ralentie, je pense, pour le private equity. Certaines classes d'actifs traditionnelles ont retrouvé des couleurs depuis 2022 avec la hausse des taux d'intérêt. Donc on a continué à lever. Sur le long terme, ça continue à croître puisqu'on part de zéro, mais ça a été un peu ralenti. Alors ces classes d'actifs, vous pensez notamment à la dette ? Les fonds euros, les produits structurés, les produits obligataires qui rapportaient plus grand-chose avec des taux d'intérêt négatifs il y a 5 ans et qui aujourd'hui ont des rendements qui sont plus intéressants. Hussein, le bilan pour Eiffel Group ? Pour Eiffel, donc en fait, on a une plateforme donc assez diversifiée. Donc au global, entre les investisseurs institutionnels et les clients privés, on est sur à peu près 1 milliard de progression d'encours. Donc on atteint les 7 milliards pratiquement en fait à fin 2024, je pense. Luc Marwinda. Plutôt une bonne année, aussi bien sur la partie institutionnelle que sur la partie client privé. On a annoncé au marché une guidance et sur la partie client privé dont on s'occupe chez Euraseo, c'est à peu près 900 millions. Ok, si on regarde les équilibres, l'an dernier vous étiez venu en plateau, vous nous aviez dit que la CIT avait fortement baissé, ce qui fait que le poids de la partie client privé avait augmenté. Cette année, ça s'est rééquilibré un peu ? Ça s'est rééquilibré, on devrait être à peu près à 20% de la collecte totale, on devrait faire à peu près 4 milliards cette année. Jean-David Haas, chez NextStage. J'avais annoncé que 2024 serait un grand millésime pour NextStage et on n'a pas été déçus. Donc tant sur les plans de performance de nos fonds institutionnels et de nos fonds assurantiels que sur les collectes. Donc on a franchi cette année le cap du milliard d'actifs sous gestion. On a fait une très belle année de collecte avec 200 millions d'euros d'actifs collectés, moitié-moitié, moitié retail, moitié institutionnel. On a eu une collecte record sur notre fonds de remploi 150 OBTR. Et puis on a des performances qui sont au rendez-vous sur notre UC NextStage Croissance, plus 15% depuis le début de l'année. Ok, alors vous le savez, dans cette émission, il y a un mot qu'on a un peu banni. D'ailleurs, on voit pourtant très souvent, c'est le mot private equity, puisque non pas qu'on est contre le private equity, mais on trouve que limiter les placements d'un côté à ce mot-là, c'est un peu compliqué vu la nature du marché. Donc, je voudrais maintenant qu'on essaie justement, nous on appelle ça le non-coté financier, ou les private assets pour ceux qui ont vraiment envie d'utiliser des termes anglo-saxons. Je voudrais qu'on regarde justement vos différentes offres pour que je comprenne bien, moi en tant que distributeur, ce qui existe sur le marché. Jean-David, chez NextStage, les produits, c'est des produits de quel type, de quelle nature ? Nous, on est passionnés par les PME depuis que vous nous connaissez, Jean-François, depuis 22 ans. On a eu la chance d'accompagner plus de 200. On a franchi cette année 200 PME depuis 22 ans. Donc notre savoir-faire, c'est le capital développement, c'est d'aider des entrepreneurs à grandir, à créer des emplois, à générer de la performance pour les investisseurs. Et donc ça, c'est notre métier qu'on fait avec passion. Alors on le fait sur l'angle fiscal, on le fait sur l'angle emploi, on le fait maintenant également sur l'angle assurantiel et retraite. Donc tous ces canaux de collecte viennent nous permettre de trouver des pépites. D'accord, mais si je me permets de jargonner, ça veut dire que c'est du fonds propre, c'est qu'on investit dans des produits de type investissement en fonds propres, c'est-à-dire des produits de type action. On est des puristes. Vous êtes des puristes. Guillaume, vous êtes un puriste vous aussi ? Idem, on est des puristes. Nous, ça fait 52 ans qu'on ne fait que des fonds propres. Notre métier, c'est d'être actionnaire professionnel dans des PME et des ETI. Et on ne fait que ça. Ok. Vous, Hussein, chez Eiffel Investment Group ? Dans notre plateforme, donc Eiffel, on va avoir à la fois de la dette privée d'entreprise qui tire notamment les levées de fonds auprès des institutionnels. Les clients privés, c'est surtout en fait de la dette privée d'infrastructure.
Et puis on a toujours notre activité de financement des micro-caps et des PME innovantes avec les FCPI. Donc on fait toujours nos campagnes depuis plus de 22 ans. Et puis on a une franchise sur la partie stratégie liquide avec des fonds actions et obligataires datés. La partie obligataire datée tire également un peu la collecte auprès des clients privés. Juste, vous pouvez m'expliquer, c'est quoi? C'est des raisons historiques, ce mix où il y a du côté et du non-côté? Parce que là, on est dans l'univers non-côté. Vous dites, mais nous, on a une petite poche où on a une franchise, côté. C'est quoi l'histoire? Les deux grands métiers, en fait, c'est de financer toute la chaîne sous toutes ses formes, en fait, des entreprises. Donc, on finance les entreprises, qu'elles soient PME, ETI ou un peu plus grandes, en actions cotées ou non cotées, donc private equity, en obligations cotées ou non cotées, donc dette privée. Et le deuxième métier d'Eiffel, c'est de financer également en fait la partie equity et en dette, les infrastructures non cotées liées à la transition énergétique. Donc en fait, il n'y a pas de différence, qu'elles soient cotées ou non cotées, peu importe. Et il faut avoir les outils, donc les fonds, pour pouvoir accompagner les dirigeants ou les projets d'infrastructure sur des durées moyennes ou longues dans le temps. Luc Marmada. Alors, chez Eurazeo, c'est une plateforme dédiée exclusivement aux investissements non cotés. On gère aujourd'hui 36 milliards. Et un biais très important quand même, pure private equity. 75% des fonds sous gestion, c'est toutes les stratégies du venture capital, au growth equity, au buyout. Et puis une activité dette privée qui devient importante. Aujourd'hui, c'est quasiment 9 milliards d'euros sous gestion. Principalement sur des fonds qui sont des fonds fermés. Mais après, le savoir-faire qu'on a développé, nous, dans la partie Wealth Solutions, c'est offrir en même temps des fonds fermés, mais aussi des fonds evergreen avec on fait des bouquets. Donc, on peut assembler plusieurs stratégies ensemble sur des produits. On va y revenir, si vous voulez bien, sur le sujet de l'Evergreen. Avant, je voudrais qu'on aborde un autre sujet, c'est que j'ai vu apparaître chez certains d'entre vous, ou sur le marché. L'exemple le plus emblématique, c'était lorsqu'on a fait une grande campagne de promotion du non-coté avec l'État qui s'y est mis, et c'était le premier fonds de BPI, où on a fait du fonds, et en fait, c'était ce qu'on appelle dans le jargon du secondaire. Bref, on donnait de la liquidité à des investisseurs qui voulaient sortir, mais on donnait pas un centime à des entreprises, mais bien évidemment, le ministre était monté au créneau pour dire c'était génial parce que ça finançait l'économie réelle. Grosso modo, comment vous vous positionnez justement sur ce sujet-là de l'économie réelle? Et puisque vous en faites, je vais commencer par vous taquiner, vous, Luc. Tiens, est-ce que finalement, on n'est pas en train de devenir de plus en plus banquier parce qu'on fait de la dette et de plus en plus bourse parce qu'on fait du marché secondaire? Alors, absolument pas. Parce que d'abord, il y a une chose on sert à quoi dans le private equity? On a en Europe une multitude de secteurs qui sont beaucoup trop éclatés avec des petites sociétés qui ne sont pas des tailles critiques. Donc nous, quand on est investi en private equity, on va trouver des boîtes où les gens sont un peu plus smart que les autres, qui sont prêtes qui ont envie de se développer. Donc on leur apporte du carburant en capital. Et ensuite, après, pourquoi est-ce qu'on leur apporte de la dette? Alors, on n'est jamais en même temps, bien évidemment, investisseurs, actionnaires et prêteurs. Mais des fonds dans lesquels des fonds de private equity sont devenus actionnaires vont faire appel à nous pour leur prêter de l'argent qui va servir à faire des acquisitions. Donc, on n'est pas du tout dans le rôle d'une banque. Les banques font très bien leur travail dans le financement des opérations au jour le jour. Mais quand il s'agit de financer des opérations de croissance externe, donc tout ce qui est haut de bilan, les banques n'ont pas cette agilité que nous avons, nous. Donc, c'est pour ça qu'on est très présent sur cette niche très particulière de la dette unitranche, senior secure, donc on est en premier rang, et on est toujours le seul prêteur dans nos sociétés. Jean-David, votre réaction sur le financement de l'économie réelle. Pourquoi j'ai entendu votre discours tout à l'heure où vous me disiez, nous, on a un attachement aux PME et on suit notre canal depuis de longues années, 22, vous m'avez dit tout à l'heure. Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher d'autres créneaux? C'est quoi l'explication? Nous, on aime bien avoir les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles. Donc en fait, notre métier, c'est passionnant. Il y a un terreau en France qui est exceptionnel, avec des entrepreneurs qui ont choisi de créer leur PME. Aujourd'hui, on sait que les emplois, ils viennent pas des grands groupes, on sait qu'ils viennent pas de l'administration, on sait que ça vient des PME. Donc tant qu'on trouve des très belles sociétés, pourquoi voir ailleurs? Donc aujourd'hui, NextEdge vraiment a 3 équipes d'investissement dédiées à l'accompagnement des entrepreneurs. 3 équipes, c'est quoi? C'est pour 3 secteurs différents? En fonction de la taille des investissements. C'est-à-dire que un entrepreneur qui cherche 50 millions n'a pas les mêmes besoins qu'un entrepreneur qui cherche 5 millions. Les besoins de structuration sont différents, donc il faut qu'on l'accompagne à la hauteur de ses besoins.
Et c'est ça notre métier. Et c'est vrai qu'on a eu des tentations d'aller vers d'autres industries, mais c'est des choses qu'on comprend moins. Et aujourd'hui, on préfère vraiment donner tous nos conseils, toute notre énergie à nos entrepreneurs. Guillaume, je voudrais vous poser une question avec, non pas votre casquette Apex 72, mais avec votre casquette France Invest. C'est le sujet de la pédagogie. On utilise des mots qui sont, mais de plus en plus compliqués, parce qu'il y a de plus en plus de stratégies. Qu'est-ce qu'il faut faire comme travail de pédagogie pour acculturer les réseaux de distribution et notamment les CGP, et pour qu'effectivement on arrête de mettre du private equity partout, y compris quand c'est pas du private equity? Il faut quand même dire que pendant très longtemps, c'était une classe d'actifs qui était réservée uniquement aux investisseurs institutionnels. Donc le retail, en tout cas le grand public, n'avait pas accès à nos fonds et ne nous connaissait pas, ou très peu. Ça a démarré vraiment en France avec la loi Pacte, donc c'est très récent, ça fait 4 ans maintenant. Et il y a beaucoup de pédagogie à faire parce qu'on part de zéro. Donc il faut expliquer, faire de la pédagogie, dire en effet que le private equity n'est pas tout le non-coté, c'est un segment du non-coté, mais à côté, on a la dette privée, on a l'infrastructure, on a le secondaire, on a le primaire, on a le fonds de fonds. Donc tout ça va prendre du temps. On est aussi dans une volumétrie qui est très différente du monde institutionnel. Dans un monde institutionnel, vous avez quelques dizaines d'investisseurs dans votre fonds. Quand vous allez vers la clientèle privée et vers le monde de la distribution, vous parlez à des milliers de personnes à qui il faut faire de la pédagogie et qu'il va falloir ensuite convaincre que votre produit est intéressant. Donc ça prend du temps, on le fait chacun individuellement, on le fait au niveau de l'association professionnelle France Invest, on le fait j'espère aujourd'hui, voilà, donc ça progresse. Ok, alors moi je vais être curieux, c'est un peu pour ça d'ailleurs pour aussi que je suis un peu journaliste, c'est d'être curieux, donc je vous refais les épisodes précédents parce que on fait une émission par an environ sur ces sujets-là. Moi j'ai appris des choses et Jean-David me l'a un peu confirmé tout à l'heure en me disant on investit en action, on n'a que le besoin du dirigeant, des différences selon sa boîte. Dans le private equity, on m'a toujours dit la caractéristique que nous sommes, c'est que nous sommes des investisseurs très particuliers parce qu'on accompagne les entreprises, on est au board, on discute avec eux, etc. Très bien, ça. Niveau pédagogique, je pense que maintenant je l'ai capté. Maintenant, je me pose des questions sur les taux et sur la dette. Alors, Hussein, je viens vous voir pour vous dire, vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous aviez une gamme de fonds, mais que sur la partie de la clientèle particulière, c'était plutôt des fonds de dette et d'infrastructure. Moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est comment ça marche, comment on choisit une dette d'infrastructure. Alors, on peut refaire un cours entier là-dessus, mais en 2 mots, en fait, combiner la dette privée, donc l'obligataire non coté, et l'infrastructure, ça a du sens. Dans le sens où lorsqu'on finance des actifs d'infrastructure, on est sur des sujets réellement tangibles, donc on finance des projets d'infrastructure. Et à un moment donné, un développeur sur cette partie de financement va avoir sa phase de développement du projet qui va durer entre 2 et 5 ans. Et là, c'est risqué puisqu'en fait, on est dans une phase où on obtient le permis pour construire, par exemple, son panneau solaire ou le parc complet ou l'éolien ou d'autres sujets, les bornes de recharge pour véhicules électriques, etc. Donc, la phase de développement, c'est plutôt les fonds propres du développeur. À un moment donné, c'est à peu près comme dans une création d'entreprise. Dans une entreprise, quand on crée une boîte, en général, il faut amener des fonds propres. Il n'y a pas grand monde qui est prêt à vous prêter d'argent. C'est un peu ça. Et ensuite, dans la phase de construction et de mise en service. Et dans cette phase-là, on crée de la valeur. Pourquoi ? Parce qu'on sort de terre vraiment, en fait, les projets. Et donc, nous, on arrive dans cette phase-là, une fois que tout est prêt à construire et qu'on prête de l'argent, donc c'est de la dette, au niveau des projets, pas au niveau des développeurs entreprises. Là, il y a d'autres acteurs, justement, qui financent les entreprises en elles-mêmes de développeurs. La phase de construction et une mise en service, on crée de la valeur, puisque le développeur a plein de projets, des portefeuilles de projets. Ensuite, on sort, au bout d'une durée plutôt courte ou moyenne, en moyenne c'est à peu près 2 ans et demi, lorsque les banques arrivent pour financer la phase d'opération. Okay. Là, ça peut durer très longtemps avec des rendements plus faibles. Au milieu, c'est de la debt bridge d'infrastructure qui peut être notamment très adaptée aux clients privés puisqu'on est sur des maturités relativement courtes et moyennes. Ok, donc vous êtes en train de me dire que moi j'ai dans l'esprit, pardon, mais pédagogie, quand on entend les mots, on dit infrastructure, placement très long, on peut faire de l'infrastructure un placement qui ne soit pas un placement très long. Combiné à la dette privée, notamment bridge, le financement en relais dont j'ai parlé, effectivement, on peut être sur des maturités beaucoup plus courtes. Et c'est vrai que l'infrastructure, traditionnellement, c'est les ponts, les aéroports, les hôpitaux, etc. C'est aussi les énergies renouvelables et c'est le positionnement des FEL. Et on a l'impression que l'infrastructure, ça dure toujours en fait 10, 15, 20, 30 ans, puisque c'est là où on capte des rendements très long terme, plutôt relativement faibles en rendement. Mais il y a des phases de financement importants pour les développeurs. Okay. Dans le contexte actuel.
Luc, quand on fait de la dette, vous m'avez expliqué votre dette unitranche, sécure, etc. On sélectionne comment ? En fait, il nous faut toujours une entreprise qui soit en très bonne santé financière, avec un plan de développement dans lequel il y a un actionnaire majoritaire qui est un fonds d'investissement en capital. Donc on a une bonne gouvernance dans l'entreprise, on a une équipe de management qui est à nos côtés, et nous on est le seul prêteur. On va apporter des montants d'argent compris entre 20 et 80 millions d'euros à une société. On est capable d'apporter, et cet argent va permettre à cette entreprise, comme je le disais précédemment, de faire des acquisitions, donc de continuer à se développer. Et sur ce créneau-là, en fait, les banques n'ont pas l'agilité et la rapidité pour être en mesure de faire un chèque de 80 millions d'euros en 8 semaines. Donc nous, on sait faire ça. Et en fait, les actionnaires font appel à nous pour une durée relativement courte, qui est la durée durant laquelle ils vont faire leurs acquisitions. Et après, en général, au bout de 3 ans, ils vont aller trouver une banque pour se refinancer. Juste, on va parler, puisqu'on parle de durée des placements, on va parler de liquidité dans un instant. Juste, Jean-David, je viens vers vous en faisant référence à l'époque où on portait des culottes courtes. Des culottes courtes. Est-ce que quand même, il n'y a pas eu une évolution du marché pour aller, entre guillemets, on s'est déporté dans les financements des entreprises en allant un peu plus tard dans la vie des entreprises que ce que l'on a pu connaître au début du private equity? Non, je crois que tu l'avais bien résumé. Il y a différents stades de vie d'une entreprise. Moi, ce qui me marque aujourd'hui quand même, c'est que trop de dettes tue la dette. C'est-à-dire qu'on a quand même des pays qui sont très endettés, on a quand même des particuliers qui ont fait beaucoup d'immobilier qui sont quand même très endettés. Et à un moment donné, si tu veux de la croissance, tu peux pas financer qu'avec de la dette. Il faut aussi qu'il y ait des investisseurs qui, entre guillemets, acceptent d'investir en fonds propres. Donc par rapport à ta question, parce que je crois que ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que quand tu vois que les taux d'intérêt long terme maintenant de la France sont au niveau grec, qu'il faut faire prendre conscience à nos citoyens, à nos investisseurs, que c'est important d'investir en capital dans ce qui va créer la croissance de demain, les emplois de demain, nos PME. Et si on leur fait pas prendre conscience de ça, à un moment donné, on aura des fonds de dette qui vont pas être capables de rembourser leurs investisseurs. Donc c'est important qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Jean-David a tout à fait raison, mais attention, le capital, c'est la ressource la plus chère et la plus rare. Donc en fait, nous, on est toujours attachés, effectivement, quand une entreprise est au tout début de son existence, on va pas chercher de la dette. Mais quand elle devient rentable et qu'elle est en très bonne santé financière, à la condition d'avoir justement une majorité de capital et une minorité de dette, avec un montage qui est raisonnable, c'est-à-dire qu'on va jamais prêter plus de 3 ou 4 fois le résultat d'exploitation de la société, à ce moment-là, ça fait tout son sens. Mais encore une fois, il faut être raisonnable, il faut pas aller chercher, comme vous le dites très justement, à tendre trop les élastiques, parce qu'après, quand les taux d'intérêt montent, on peut avoir des accidents. Et nous, on n'a pas d'accidents sur ce sujet-là. Sujet de liquidité. On vient de voir donc la variété de l'offre, etc. Je voudrais qu'on regarde ce sujet de la liquidité et qu'on le regarde à travers, entre guillemets, le prisme de distributeur. J'ai sur l'étagère 2 types de produits potentiellement à vendre, des produits qui sont fermés, que je vais qualifier de produits d'opportunité. Je le prends maintenant et demain je pourrais pas le prendre, même si les périodes sont quand même relativement longues sur la partie de mon côté. Et puis j'ai le produit dit evergreen, où je peux rentrer et sortir à tout moment, regarder un track record, etc. Guillaume, vous, dans les choix, dans l'approche stratégique qui a été la vôtre chez Seven2 sur les produits que vous proposez sous la marque Apax, quels ont été les critères de choix pour telle ou telle formule? Je pense qu'au fur et à mesure où le marché s'est élargi, on passait du client institutionnel uniquement au client de banque privée fortuné, puis aux particuliers, aujourd'hui, à partir de quelques milliers d'euros. Il a fallu adapter les structures et les offres aux attentes de ces différents clients. Un investisseur institutionnel, il peut investir pendant 10 ans sans liquidité, il sait gérer des fonds complexes avec des appels de fonds, avec des distributions, il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin d'argent à très court terme, il n'a pas d'accident de la vie. Plus vous allez vers les particuliers, plus vous devez ajouter de la liquidité parce que ça rassure. Les gens ont toujours peur de perdre leur emploi, d'être malades, de divorcer, etc. Donc vous ajoutez des produits avec plus de flexibilité en termes de durée de détention, d'ailleurs pour faire du plus court ou du plus long éventuellement, en termes de possibilité de sortir, donc de la liquidité, et en termes de simplicité administrative, parce qu'un client particulier,
il va pas gérer 42 appels de fonds et 65 distributions sur une période de 10 ans. C'est beaucoup trop compliqué pour lui. Donc, on s'adapte aux attentes de chaque typologie d'investisseurs, d'où l'arrivée des fonds evergreen qui ont des avantages pour les clients privés, c'est cette fameuse liquidité dans une classe d'actifs qui est plutôt illiquide par définition. Mais il y a des contraintes qui vont avec les fonds evergreen. Le fait qu'il y a potentiellement une structure où on doit garder de la trésorerie dans les fonds, donc un peu moins de performance. Voilà, rien n'est gratuit, tout a un prix. Ok, Hussein, la position sur le produit que vous avez lancé à la destination du retail, le produit infrastructure. Alors, ce produit infrastructure, c'est un format evergreen, donc avec une valorisation qui est hebdomadaire et fait l'infrastructure verte. Mais moi, sur le marché, en fait, je segmente un petit peu en 3. Je caricature, bien sûr, un petit peu, mais les grandes fortunes et les grandes familles n'ont jamais entendu, en fait, personne pour faire du non-coté. Soit en investissement en direct dans des sociétés, soit via plusieurs millions d'euros investis dans des fonds professionnels ou pour les institutionnels. Donc, cette segmentation clientèle, d'une première part. Ensuite, à l'inverse, on a les produits, on va dire, grand public, pour les clients privés, personnes physiques, personnes morales. Dans le cadre de l'assurance vie, il y a un confort à avoir des formats evergreen. Donc, nous, on s'est positionné là-dessus, mais pas que. Puisqu'en fait, au milieu, on retrouve également une clientèle, généralement, qui peut investir plus de 100 000 euros. Il y a énormément de fonds, notamment sur le marché, autour de ça, soit via des feeders liés à des fonds institutionnels, donc accessibles non pas à 1 million d'euros, mais à partir de 100 000 euros, soit des formats de fonds, souvent d'ailleurs, qui sont avec une échéance déterminée. Mais là, il faut faire un petit peu le tour du marché pour trouver ça. Nous, on a combiné la dette privée et l'infrastructure sur des maturités courtes, ce qui fait qu'à l'intérieur du véhicule, ce n'est pas garanti, bien sûr, il y a toujours du risque, etc. On a une maturité courte, ce qui fait que le cash peut revenir avec les remboursements. Par exemple, on a fait 24 financements sur le fonds, il y en a déjà 5 qui ont été remboursés au bout de 2 ans. Donc, on a de la liquidité qui revient et qui peut rassurer les investisseurs et aussi les investisseurs du fonds qui sont les assureurs ou les mutuelles. Ok, j'entends ce que vous me dites, Hussein, sur le sujet de la structuration du produit pour pouvoir faire de l'evergreen de manière confortable. Luc Marvenda, chez vous, le produit qui marche le mieux, parce qu'on va pas tous les étudier, donc c'est quoi? C'est IPVE3? Oui. Donc IPVE3, ça veut dire quoi IPVE? Euraseo, Private Value Europe numéro 3. Ok, parfait. Donc ça, c'est un evergreen? Oui, la structuration du produit, c'est parce que le produit est structuré d'une certaine façon que c'est un evergreen? En fait, ce qui est fondamental, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait un fonds evergreen? Et ça, c'est une demande qu'on va émerger de plus en plus aussi de la part de nos grands investisseurs institutionnels. Donc, c'est pas que pour les personnes privées, c'est rendre à l'investisseur la maîtrise de son agenda d'investissement. C'est-à-dire que l'investisseur, il va être capable de dire, voilà, j'ai de l'argent à déployer aujourd'hui, je vais être capable de le mettre au travail à 100% tout de suite, sur un portefeuille qui tourne, qui va m'apporter une rentabilité immédiate. Et moi, je maîtrise quand je vais vouloir sortir. Alors, c'est jamais liquide, puisqu'on est sur une classe d'actifs qui n'est pas cotée, mais vous avez une semi-liquidité. Vous pouvez sortir presque quand vous voulez sur une base en général trimestrielle. Ça, c'est que cette industrie, elle s'est beaucoup structurée comme ça. Ça fait énormément de sens parce que on peut être très sophistiqué et aller sur des produits fermés, donc des fonds classiques de private equity. Sauf que sur une période de 15 ans, par exemple, vous allez peut-être faire 2 ou 3 investissements, vous allez avoir des passages à vide dans lesquels vous allez recevoir de l'argent, il va falloir décider où vous allez vouloir le réinvestir. Et ça fait des trous. Et donc, on va vous dire, un fonds de private equity va faire une rentabilité à 15%, sauf qu'un fonds evergreen qui fait une rentabilité de 7-8% sur 15 ans, au final, il vous rendra le même multiple avec quelque chose qui est beaucoup plus régulier. D'accord. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais je reviens sur ma question sur la structuration. C'est un produit action, c'est un produit taux, c'est un produit hybride qui fait 60% de dette privée et 40% d'investissement en private equity sur les marchés secondaires. Guillaume, je reviens vers vous parce que j'avais commencé avec vous. Juste, est-ce que pour le distributeur, il n'y a pas un avantage de l'Evergreen, c'est de pouvoir regarder les performances passées? Je sais, on cesse de le dire, les performances passées ne préjugent pas de l'avenir. On est quand même plus confort d'aller voir un client en lui disant « Tiens, voilà ce qu'a fait le produit que je suis en train de te vendre », que de lui dire « Tiens, regarde-moi les X produits de la gamme qui ont disparu, on ne sait plus comment on les trouve. » Donc, est-ce qu'il n'y a pas un élément... Il y a plusieurs avantages. Il y a, comme l'a dit Luc, le fait qu'on peut rentrer dans un fonds qui est mature. Il y a déjà un portefeuille. La création de valeur est déjà enclenchée.
Donc finalement, on n'a pas la fameuse courbe en J, en tout cas dans l'equity des premières années où la performance peut être négative. On peut éventuellement avoir un track record, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, c'est quand même un indicateur. Et puis c'est surtout un fonds qui, une fois que vous l'avez référencé et choisi, va rester sur votre étagère pendant 99 ans. En France, en tout cas, les evergreens durent 99 ans. Donc, vous n'avez pas tous les 2-3 ans à choisir un nouveau véhicule, un nouveau gérant, une nouvelle structure. Votre produit, il est là pour un siècle. Jean-David, quid de la position de Nextel sur le sujet, avec la spécificité qui est la vôtre, qui est que vous faites que de l'action pure, ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure. En fait, je pense, été les premiers à innover sur les evergreens, sur l'assurance vie et l'épargne retraite, puisque quand il y a eu la loi Macron, on a été le premier avec AXA à lancer notre UC Nextel Croissance. Et au début, on a un peu prêché dans le désert. En revanche, il y a quand même 2 ou 3 avantages qui sont très intéressants dans un evergreen, c'est qu'une fois qu'il est lancé, comme tu le dis, en fait, on connaît le portefeuille. Donc, notre fonds est investi à 90%, et donc, quelque part, pour un CGP, pour un client privé, il y a une visibilité à venir des flux futurs qui est intéressante. Elle n'est pas garantie, mais si on connaît un peu le métier et qu'on est bien formé, en fait, on voit qu'il va y avoir des sorties qui vont arriver et qui vont permettre de générer du rendement et de la performance. Le deuxième avantage quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu as une très belle boîte, comme Lynxea, comme Adopt, tu n'es pas obligé de la vendre. Quand tu as un fonds classique, en fait, c'est mission impossible. C'est-à-dire que tu es obligé, le fonds s'autodétruit au bout de 8 ou 10 ans. Quand tu as une très belle société, en fait, c'est elle qui va aussi capter des performances futures très importantes. Donc, tu permets d'avoir des arbres qui grandissent et peut-être que demain, on aura des séquoias ou des entreprises du CAC 40 qui seront venues de ces fonds evergreen. Donc, aujourd'hui, je pense que si tu as un horizon court, il faut aller vers un fonds classique, fermé, qui va s'autodétruire. Et si tu as un horizon plus long, épargne retraite, grand institutionnel, grande fortune, il faut faire de l'evergreen. Donc, on est d'accord pour à peu près dire que, a priori, le marché va se déporter quand même très largement sur l'evergreen, sur la partie clientèle, personne physique. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui, surtout dans les structures de distribution en UC avec les assurances, parce que encore une fois, c'est une structure qui s'intègre bien dans les chaînes opérationnelles des assureurs. Donc ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue. C'est des grosses machines informatiques et il faut absolument pouvoir être sur des structures qui sont les plus proches possibles de ce qu'on peut trouver sur les autres marchés. Parfait. On va faire alors, je ne vous cache pas, je suis distributeur. Je trouve ça plus facile de parler de story sur de l'action que sur de la dette. C'est un peu, vous comprendrez, j'imagine un peu pourquoi. Donc, pour l'instant, on va se limiter un peu à la partie action. Qu'est-ce que vous avez acheté? Vous nous avez dit que la collecte avait été bonne cette année. Donnez-moi 2-3 dossiers que vous avez achetés cette année chez Eurazeo. Alors, on a fait, on est pas mal dans la tech. Donc, on a fait une boîte qui s'appelle Cogini, qui est en Allemagne, un investissement de 50 millions d'euros. Qui gère tous les call services après-vente avec une base d'intelligence artificielle générative, parce que c'est quelque chose sur lesquels on a beaucoup de, ils font tous les calls clients de Lufthansa, tous les calls clients de Mercedes, plus de 70% sont faits de manière automatique. On a fait ça. On est par ailleurs actionnaire dans plein de sociétés plus petites, dans le food en Hollande, plus récemment dans des aides à domicile en France. Donc une grande diversification. Il y a 250 sociétés dans le fonds PVE3, donc je ne peux pas toutes les citer, mais on est très diversifié. Guillaume, tiens. Alors nous, déjà, on n'investit que dans 2 grands secteurs, puisqu'on est sectorisé depuis les années 90 maintenant. Cette année, on a fait des investissements. Donc nos 2 secteurs sont la technologie d'un côté et les services de l'autre. Donc on a investi dans une société qui fait de la sécurité incendie en Italie. On a investi dans un éditeur de logiciels néerlandais. On a racheté un groupe d'écoles français qui s'appelle School of Arts. Et on vient de racheter un groupe de CGP. Alors justement, je vous invite à regarder le mercato sur les réseaux sociaux de Georges Delataille, puisqu'il en est question. Olifant a donc été repris par Seven2. On n'est pas dans le long côté, mais on a des distributeurs qui nous écoutent. J'aimerais bien que vous me pitchiez qu'est-ce qui vous plaît dans ce marché-là. Ça intéresse un tout petit peu les gens qui nous écoutent. Alors c'est un marché, nous, qu'on aime beaucoup, puisque c'est déjà notre 2e opération dans le secteur. On a accompagné le groupe Cristal également depuis 2021. Ce qu'on aime dans ce marché, c'est que c'est un marché qui est en croissance fondamentale, en particulier parce que les CGP aujourd'hui prennent des parts de marché sur les banquiers privés, qui se concentrent de plus en plus sur les très grosses fortunes pour des raisons essentiellement réglementaires.
Donc un marché en forte croissance, un marché également de services, donc vous avez des marges assez confortables et peu de capex, ce qui se prête bien à des opérations de LBO. Et puis surtout, c'est un marché très fragmenté. La consolidation, elle a démarré il y a quelques années. Nous, quand on est rentré chez Cristal il y a 4 ans, il y avait 3500 CGP en France. La beauté, c'est qu'il y en a toujours 3500 aujourd'hui, parce que le marché se régénère avec des nouveaux entrants en permanence qui, un jour, devront se consolider. Et pourquoi ça se consolide? C'est aussi qu'avec la pression réglementaire, les petits acteurs ont de plus en plus de mal à bien faire leur métier. Et donc, il y a une espèce de mouvement et de course à la taille qui fait qu'il faut créer des objets de plus en plus gros. Luc, chez Eurazeo, vous avez un bout de premium? Oui, tout à fait. Exactement les mêmes raisons. C'est une profession qui intéresse beaucoup le private equity, d'ailleurs dans le monde entier. Et clairement, c'est des sociétés qui fonctionnent très bien. Alors, je préempte la prochaine question. On travaille pas avec eux. On essaie d'avoir une muraille de Chine. C'est la partie investissement qui. J'avais pas prévu de vous la poser, j'ai pas le temps. Et j'ai confiance en plus. Qui fait l'investissement, l'équipe d'investissement buyout et la partie distribution est différente. Jean-David, vous êtes dans le secteur, mais sur un acteur qui est atypique parce qu'Internet, c'est l'AXA. Oui, nous, on adore investir sur des plateformes digitales. On a à peu près 48% de nos investissements qui sont dans les plateformes digitales. Et c'est vrai que le Covid a accéléré un peu la dichotomie entre les banques et le reste. Et il y a 2 secteurs qui se développent très bien depuis le Covid, qui sont les CGP et les plateformes digitales qui vendent des produits financiers sur Internet. Les plateformes digitales ont quand même un avantage important, c'est que pour le client, c'est moins cher. Pour le client, c'est moins cher, c'est 2 fois moins cher qu'une banque, 2 à 3 fois moins cher qu'une banque, parce qu'en fait, les acteurs du digital n'ont pas d'agence, n'ont pas de coûts marketing, d'acquisition client offline, ils ont des coûts online. Et c'est vrai qu'on a fait confiance à Antoine Delon et Yves Conan qui, depuis 7 ans, développent l'AXA de manière magistrale. Plus d'1 milliard d'euros de collecte cette année sur la plateforme. Des clients heureux, un service client toute la semaine, même le week-end. Donc voilà, on a des clients heureux et on pense qu'on n'est qu'au début parce que quand on regarde les parts de marché du digital aujourd'hui et même des CGP par rapport aux banques, en fait, il y a un énorme marché à capter. Ok, Hussein, je viens quand même vers vous, même si j'ai dit que j'allais parler surtout equity, mais en fait, derrière mon sujet, c'est quand même le côté du storytelling. Donc, on peut peut-être plus facilement faire du storytelling sur de l'infrastructure que sur d'autres types d'investissements. Aujourd'hui, dans quel type d'infrastructure vous avez investi en 2024 ? Je pense que toutes les stratégies, il y a des belles histoires à raconter. En fait, aujourd'hui, on a sur la partie de dette infrastructure, donc je vais donner un exemple que Luc connaît, Electra. Donc, on a financé en fait l'installation en infrastructure, les projets, d'une centaine de stations de recharge. Donc, c'est à peu près 600 points de charge. Donc, on peut aller faire ses courses dans les supermarchés et autres, se connecter en fait chez Electra et faire ses courses. Et au bout de 45 minutes, sa voiture est chargée. Et on récupère tout ça. Donc en fait, il y a une technologie derrière ça. Nous, on finance des projets et d'autres acteurs financent notamment au niveau de la société. On a une centaine de millions d'euros dans le capital de cette société. D'accord. Donc nous, c'est au niveau des projets et effectivement, Eurazeo, au niveau de l'entreprise. Donc en fait, on peut diversifier les acteurs et finalement se retrouver sur les mêmes projets. Donc ça veut dire que si on veut bien gérer sa diversification, il faut même en plus rentrer dans le système. D'où l'intérêt en fait d'une des questions posées à Jean-David, c'était on a besoin à la fois d'equity et de dette. Absolument. Parce qu'en fait, c'est complémentaire. Juste, je vais quand même rester, si vous voulez bien, encore un tout petit peu sur l'equity. 2024, est-ce que les valos ont baissé ? Quand je regarde l'indice Argos, les valos ont baissé. Oui, alors c'est vrai que sur les beaux dossiers, franchement, il y a de la compétition, parce qu'en fait, il y a toujours une recherche de qualité et de beaux dossiers. Néanmoins, on a quand même fait 7 investissements cette année sur 2 thématiques. L'environnement qui reste quand même un secteur ultra porteur en termes de croissance. Donc on a fait Claréo qui fait des LED et qui est un champion français dans le domaine de la LED. Et on a fait également Green Office qui permet de mesurer les consommations de poubelles pour les grandes entreprises qui sont gros consommateurs et gros pollueurs. Guillaume, l'indice Argos, c'est un bon indicateur ou c'est comme le CAC 40 avec le luxe ? Non, l'indice Argos, c'est un indicateur, mais c'est une moyenne. Donc, je pense que l'écart type, en fait, dans les évolutions des valos, il s'est élargi depuis quelques années. Avant le Covid, pour simplifier, tous les prix montaient dans toutes les classes d'actifs et tout était cher. Aujourd'hui, on a les très beaux actifs qui restent chers parce que tout le monde veut les acheter. Comme le disait Jean-David, la concurrence reste féroce pour investir dans ces sociétés. Les sociétés qui souffrent aujourd'hui dans différents secteurs, qui sont impactés par l'économie qu'on connaît tous aujourd'hui, sont en général avec des valorisations qui ont été corrigées.
Mais l'indice reste toujours une moyenne. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Ok, Luc, maintenant je voudrais qu'on parle des sorties et qu'on parle de l'environnement. Est-ce qu'on arrive à sortir facilement ? Ou est-ce que le fait que la dette soit moins facilement disponible, qu'elle est augmentée, fait que dans la vie du non-côté, les sorties deviennent un peu plus compliquées ? On a connu 2 ans, pas de mini-glaciation, mais quand même où le marché s'est quand même bien figé. Les très beaux actifs sortent. Mais il y a eu quand même une correction très forte, notamment dans la tech, puisque maintenant, dans le passé, jusqu'en 2021, on finançait la croissance non rentable. Il y a un moment, on se rend compte que c'est pas très raisonnable. Donc aujourd'hui, les critères de valorisation, c'est de la croissance avec de la rentabilité. Donc il faut gagner de l'argent. Sinon, ça vaut pas. Et c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Donc une fois qu'on a dit ça, plus les taux d'intérêt qui étaient un petit peu élevés, ça a quand même ralenti un peu les transactions. Donc je pense qu'on a tous collectivement vu un petit peu de retard dans nos sorties et on a de grosses attentes par contre sur 2025 parce que on sent que ça redémarre. Il y a plein d'indices, les banquiers d'affaires viennent nous voir plus souvent, on a commencé à avoir quelques introductions en bourse, que ça commence à pétiller un petit peu aux États-Unis, un petit peu en Europe. Donc ça va revenir, mais dans ce métier, c'est ce que disait Jean-David, on a la beauté de notre métier, c'est qu'on n'est pas coté. Donc, s'il faut attendre un an de plus, c'est pas la fin du monde. L'important, c'est que la société, c'est comme le vin, ça reste en cave, ça mature, ça prend de la valeur, et puis on la sortira quand il sera prêt à boire. Elle est bonne celle-là. Jean-David, on parle justement des sorties. Ouais. Luc vient nous dire, on voit des introductions en bourse. Moi, pas encore référence à notre jeunesse, mais quand j'ai débuté dans ce métier, on me dit, un fonds de nos côtés, ça sort, il y a 2 types de sorties. Il y a l'introduction en bourse ou il y a la vente à un industriel. Bon, aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est ça ou dans vos sorties à vous, c'est pas ça? Dans nos sorties à nous, c'est plutôt des retraits de cotes. Donc on a eu 2 opérations cette année sur Micropole et sur Eurobio qui est en cours, donc c'est public. Mais c'est aussi des opérations industrielles, des rapprochements industriels. Je crois qu'on est dans une phase darwinienne. Donc les plus forts vont manger les plus petits. Et donc c'est très intéressant parce que du coup il y a des gros fonds de private equity qui veulent faire des consolidations. Ce que tu disais sur l'univers des CGP, mais il y a d'autres secteurs où ça se passe. Il y a des gros industriels qui ont quand même pas mal de trésorerie, pas mal de liquidités et qui se disent tiens, c'est le moment de faire des moves stratégiques, notamment vers des plateformes digitales, parce qu'ils ont besoin de se réinventer également. Donc on voit quand même, on a fait quand même 7 opérations cette année de sortie, notamment une avec des institutionnels comme Carac, qui ont voulu se renforcer dans l'industrie de l'immobilier en prenant une participation importante majoritaire à Trim. Donc on est plutôt content et il y a, je rejoins, un excellent pipeline sur 2025. Je pense que 2025, on va avoir de très 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 belles opérations. J'adore le sourire général sur le plateau en entendant ce propos. Guillaume, vous aussi, les sorties se sont passées comment cette année? Nous, on a eu une très belle année cette année en termes de sorties dans nos 2 stratégies, mid cap et small cap. Je pense que là aussi, il faut regarder un peu plus en détail. Ce qui a fortement ralenti en termes de sorties ces dernières années, c'est l'univers large cap, les très gros LBO, parce que le financement était moins disponible et plus cher. On a connu exactement la même chose sur la partie immobilière, si je puis me permettre. Voilà. Si vous allez dans des sociétés ou des opérations plus petites, le small cap est resté relativement dynamique ces dernières années. Le mid cap a continué également à être actif. Et une fois de plus, c'est la qualité des actifs qui vont vous permettre de faire une sortie réussie avant de savoir si le financement sera disponible ou si l'indice Argos monte ou descend. Hussein, je me tourne vers vous maintenant pour attaquer notre chapitre suivant, c'est la loi industrie verte. On avait une date clé pour les assureurs fin octobre. Est-ce que vous avez eu de la demande sur les produits infrastructures? Est-ce que cette loi industrie verte vous permet de conquérir de nouveaux territoires? Alors oui, ça ouvre beaucoup d'opportunités. Ensuite, il faut rester mesuré par rapport à ce qu'on peut attendre, notamment au niveau de la collecte. Donc dans les prochaines années, il y en aura. La mise en place est plus longue, puisqu'en fait déjà, il faut regarder le cadre assurantiel. Donc en fait, les mutuelles ou les assureurs, déjà, ont besoin de voir leur système d'information, plugger en fait les nouvelles contraintes qui sont liées à la loi industrie verte, notamment de mettre du non-coté dans les gestions profilées, etc. Donc déjà, en fait, il y a eu un vrai travail en fait de ces acteurs-là sur le sujet. Ensuite, finalement, nous, on arrive avec nos fonds, nos très beaux fonds, etc., dette, equity, peu importe.
un peu en bout de chaîne, finalement. Ça reste des codizines. Donc, en fait, finalement, on les plug ensuite dans la chaîne des assureurs, des mutuelles. Donc, Juste, Guillaume, je viens juste faire une question complémentaire avant de continuer avec Hussein. Est-ce qu'il y a de la demande, il y a eu de la demande spécifique de la part des assureurs? Vous avez vu de la demande spécifique? Ou est-ce que pour l'instant, ils vivent avec l'existant? Je pense que les assureurs ont eu quand même relativement peu de temps pour mettre en place tous les systèmes et toute l'offre à la date clé de démarrage de la loi Industrie verte. Donc je pense globalement, ils ont utilisé l'existant, les produits disponibles qui étaient déjà référencés chez eux ou en tout cas sur le marché pour démarrer. Et puis de toute façon, en termes de flux, ça va prendre beaucoup de temps parce que je vous rappelle que ce sont des petits pourcentages sur les versements qui sont concernés par la loi Industrie verte, pas sur le stock. Donc on va avoir un ramp-up de plusieurs années. Ok, donc si je regarde les produits qui sont dans la loi Industrie verte, chez vous, donc c'est le produit infrastructure? Oui, et surtout en fait, justement, les produits prêts à l'emploi, Evergreen, ont un peu plus la faveur justement des assureurs, des mutuelles, puisqu'en fait, on va pas refaire le travail tous les 2 ans. Donc en fait, ce type de fonds rentre plutôt très bien dans le cadre de la loi Industrie verte, en gestion profilée, pilotée, et en plus avec la dette, qui est un peu moins, justement, qui a un coût rendement risque en tout cas. Voilà, alors ça va être ma question, parce que je vais vous demander un chiffre. Le produit, grosso modo, qui est le plus demandé en termes d'assurance, il a quoi? Quelle SRI? Ce fameux chiffre qui indique le risque dans le titre entre 1 et 7. Alors bien sûr, il y a du risque et puis c'est pas garanti. On est sur le fonds FL Infrastructure Verte à 6,5 de rendement net du frais du fonds. Aujourd'hui, on a fait la même chose à peu près l'année dernière sur une année pleine en 2023, SRI 3. SRI 3. Vous, la demande, ça a été quoi? Donc, j'imagine que ça devait être sur le paquebot, donc ça devait être PVE 3. On a eu, alors effectivement, je rejoins mes collègues sur le fait de dire que les flux à venir, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une petite rivière parmi d'autres. On a eu un petit effet domaine parce qu'il y a quelques assureurs qui ont décidé de basculer tout leur stock de PER sur les nouveaux critères de l'industrie verte. Donc ça c'est bon à prendre. C'est bon à prendre, voilà. Mais globalement, effectivement, c'est pour le futur. C'est très bien parce que ça nous fait parler de nos sujets qui nous tiennent à cœur, de création d'entreprise, de contribution à la création de valeur et à l'économie. Et notre fonds, on a un risque 3 également. OK. Voilà. La loi Industrie verte, je pense que ça va être entre 50 et 100 milliards dans 20 ans. Donc la question, c'est combien de temps il va falloir pour que ça bascule. Et ça va basculer, et c'est une très bonne nouvelle. LTIF 2 est aussi une extraordinaire opportunité pour notre industrie, je pense qu'on est tous dessus. On a la chance d'avoir été un des pionniers sur les Evergreen, et c'est vrai que de plugger une brique Evergreen dans une logique LTIF 2 ou gestion pilotée, c'est très utile. Donc c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'appels entrants, de demandes, d'institutionnels qui ne seraient pas venus vers cette classe d'actifs, qui s'intéressent sur le sujet. Je pense qu'il faudra 12-24 mois pour voir les premiers produits, les premiers fruits qui tombent. Mais en revanche, pour nous, c'est une opportunité exceptionnelle. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que la loi Macron a permis d'avoir des acteurs institutionnels de premier plan. Là, je vous regarde, messieurs, parce que c'est vrai que on te regarde aussi. Vous êtes là depuis 50 ans, etc., qui s'intéressent au sujet du retail et qui sont présents. Donc, il y a des solutions. Donc, ça, c'est bien. Et je pense qu'il faut qu'on fasse plus de réunions ensemble pour évangéliser sur le terrain ces solutions, parce que c'est aussi du terrain que remontera la demande et ça poussera les institutionnels à mettre plus de canaux. Donc, c'est à nous aussi de faire le travail qu'ont bien su faire les structurés et l'immobilier avant nous pour imposer cette classe d'actifs qui est la plus belle des classes d'actifs. En fait, c'est en train de devenir la réunion de place, le plateau des plus encore. Juste loi Industrie verte, vous, c'est le produit qui est le plus demandé, c'est APO, APO. De toute façon, nous, on a un seul produit qui est disponible à travers l'assurance vie ou le PER, c'est APO aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai pas répondu. C'est Nextage croissant, SRI 6, plus 15% cette année et plus 60% sur les 3 dernières années. Et APO, si on regarde SRI, c'est le 6? On est en 6, c'est de l'equity. Ok, parfait. Maintenant, on va parler de quoi? Allez, on va déborder un peu, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Donc on peut gagner du temps sur la question suivante. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais où il faut être politiquement correct, surtout quand on parle de la loi Industrie verte, parce que on a mis dans la loi Industrie verte l'obligation de mettre du non-coté, mais on n'a absolument pas mis que le non-coté devait être vert, ce qui est un peu bizarre dans une loi non-coté. Ça m'amène à vous poser une question sur l'ESG. L'ESG, ça fait vendre ou tout le monde a envie de regarder ses pompes?
Tout le monde a envie de regarder ses pompes, c'est une réponse. Guillaume? L'ESG, ça a commencé en gros en 2010-2011. Donc d'abord dans le monde institutionnel, puisque c'était nos clients à l'époque. On n'avait pas de clients privés ou très peu il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est très important pour les clients institutionnels, en particulier européens, même si ça démarre aussi en Amérique du Nord. Pour les clients privés, comme je vous le disais, on a déjà beaucoup de pédagogie à faire avant de rentrer spécifiquement sur l'ESG. Mais il ne faut pas oublier quand même que depuis la directive MIF 2, si je dis pas de bêtises, les distributeurs doivent mesurer l'appétence des clients en termes de durabilité. Et si le client coche la case « oui, je veux des produits durables », doivent leur proposer des produits durables. Donc ça va quand même aussi rentrer petit à petit dans la tête des clients particuliers qui souhaitent faire du private equity. Luc Marvanda. Ce qu'il faut... On fait l'ESG depuis très longtemps à la demande de nos investisseurs institutionnels. Ça, c'est un fact depuis plus de 15 ans. Il faut pas être sans être trop technique. Les fonds article 9, les fonds à impact, c'est très compliqué à mettre en œuvre aujourd'hui. Parce qu'on a des univers d'investissement qui sont pas très larges. Il y a moins d'être dans un secteur vraiment comme la dette d'infrastructure. Ça peut être un peu compliqué. Et surtout, on a une réglementation qui est très forte. Par contre, ce qui est important, et c'est ce que nous demandent nos grands partenaires, c'est même si on n'est pas sur un fonds impact, c'est de pouvoir afficher un objectif de durabilité au niveau de nos fonds. Et ça, c'est des sujets sur lesquels vraiment nous on travaille, de manière à pouvoir s'inscrire dans cette dynamique, tout en gardant des univers d'investissement importants sur lesquels on puisse déployer pour l'intérêt de nos porteurs de parts. Et sachant avec la difficulté, effectivement, pour tout le monde, de nous journalistes, vous producteurs, etc., que l'Europe est en train de revoir les critères de SFDR et que c'est un puissant fond où il y a toujours des innovations et c'est compliqué d'essayer d'apprendre aux gens la règle qui deviendra l'ancienne règle, donc celle dont on aura à peu près plus rien à faire d'ici quelques années. On termine notre petit tour de table pour parler de 2025. Vos objectifs par rapport à 2024, vous vous dites que la croissance du marché, c'est stable, c'est à la hausse. Vous, chez Eiffel, quelle est votre vision des choses? Nous, sur les dernières années, en fait, ce qui a soutenu la collecte, c'est la dette privée à impact, article 9, en mettant au même niveau les convenances extra-financiers en dette senior, au même niveau que les convenances financières. On a lancé notamment en 2019 le premier fonds à impact en dette d'entreprise à ce moment-là. Donc ça soutient notamment les levées de fonds et ça va continuer encore. Notamment auprès des investisseurs institutionnels. La dette privée également en infrastructure, article 9, sur l'ensemble de nos fonds instituts et autres, pareil, pour nous, ça soutient la collecte. Les sujets de private equity, ça a ralenti ces dernières années, mais on a toujours en fait des flux sur des thématiques particulières. Donc il y a un sujet thématique également sur ces sujets d'equity à avoir à la demande des investisseurs institutionnels. Et puis les clients privés, il faut un peu les rassurer aussi sur le sujet ESG, qu'on a vraiment derrière des actifs réellement qui sont ESG, l'infrastructure d'énergie renouvelable, très naturellement, on peut justifier, sans faire du greenwashing, etc., qu'on a un vrai impact mesurable sur ce type de véhicule. Donc tout ça, en fait, toutes ces stratégies que j'ai mentionnées, on arrive à continuer à collecter auprès des institutionnels et des clients privés. Donc moi, je pense que je rejoins un peu Jean-David, le monde des bisounours, on va avoir un très beau marché dans les prochaines années. Jean-David, le marché va être comment? Pour nous, ça va être un millésime exceptionnel. 2025. Donc pourquoi? Parce qu'il y a des sorties magnifiques en cours et on sait qu'elles vont se faire l'année prochaine. Et quand on dit sortie, ça veut dire qu'on sait qu'il y a rentré derrière? Généralement, c'est assez lié. C'est-à-dire que les performances passées ne génèrent... Le client content se dit qu'il revient. C'est un impact. On peut pas dire que ça n'a pas d'impact. Le fait aussi pour nous d'avoir cassé le plafond du milliard, c'est un accélérateur. Je pense qu'on a fait nos preuves maintenant depuis 22 ans et ça rassure aussi nos investisseurs de voir qu'on grandit. Et puis, non, moi je pense que ces années un peu compliquées sur les aspects politiques, sur les taux d'intérêt, en fait, c'est des bonnes années d'investissement parce que, en fait, il y a moins d'argent sur la table. Et quand il y a moins d'argent sur la table, en fait, paradoxalement, l'investisseur en capital que nous sommes a plus de choix et donc peut faire des bonnes affaires. Ok, donc vous êtes en train de me dire ça va être le bazar globalement, mais comme ça va être le bazar, c'est plutôt pas mal pour faire notre job. Dans nos métiers, c'est les années un peu quand c'est dur de lever de l'argent, c'est un bon moment de l'investir. Luc Marvanda. Je suis assez d'accord avec Jean-David. On est raisonnablement ambitieux sur 2025, c'est-à-dire qu'on va essayer de consolider nos positions en France, mais surtout notre objectif, c'est de continuer à se développer en Europe. On commence déjà à très bien fonctionner sur le Benelux.
Et on va essayer d'attaquer un peu l'Allemagne et les pays limitrophes, avec notamment des structures LTIF 2. Ça, c'est notre rêve à tous, de pouvoir faire de la distribution auprès d'une clientèle masse affluente de manière fluide dans toute l'Europe. Et on espère qu'avec LTIF 2, on va finalement y arriver. Allez, ça fera d'ailleurs partie de nos sujets pour l'année prochaine. Quand on refera un débat sur le non-coté, il faudra qu'on parle d'LTIF 2. Parce que pour l'instant, ça n'arrive pas jusqu'au conseiller final, mais c'est effectivement avec des changements importants. Guillaume, votre vision sur 2025 ? Je partage un peu l'avis général. On s'attend plutôt à une bonne année en 2025. Les grains de sable, je dirais, qui ont un peu crispé le marché depuis 2 ans, sont en train de disparaître. La liquidité a été restaurée chez les investisseurs institutionnels. Nous, égoïstement, dans l'equity, on attend aussi de bénéficier de la baisse des taux, qui devrait rendre les produits de taux un peu moins attractifs. Donc, on est plutôt optimiste. Dernière question, j'ai vu tout à l'heure l'engouement sur les evergreen. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura peu de lancements de produits en 2025 ? Ou est-ce que vous avez des choses dans les cartons ? Je ne vais pas vous demander quoi, mais à la rigueur, si vous avez des choses dans les cartons, vous me dites on réfléchit. Luc ? On réfléchit à élargir la gamme. Nous, on a des choses dans les cartons et comme Luc, on regarde aussi un peu ce qui se passe en Europe. Issei ? On avance. Nous, on veut accélérer sur le remploi, parce que je pense que c'est quand même génial d'avoir maintenant plus de 300 entrepreneurs qui ont souscrit à nos fonds. Et puis, rendre disponible aussi notre gestion institutionnelle différemment aux clients fortunés, c'est dans les cartons. Ok, super, ça nous fera de l'actualité donc pour l'année prochaine. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. On continue tout de suite cette émission avec le sourire et avec Solutions Patrimoine.